Que feriez-vous si vous vous réveillez dans un lit d'hôpital complètement paralysé, incapable de bouger un seul doigt, incapable de prononcer un seul mot, mais vous pouviez tout entendre? Maintenant, imaginez entendre votre propre mari rire à côté de votre lit. Imaginez l'entendre appeler sa maîtresse et dire « Enfin, elle ne va pas s'en sortir ». Imaginez les entendre planifier vos funérailles alors que votre cœur bat encore, alors que votre esprit hurle, alors que les larmes tombent à l'intérieur, mais que votre visage ne peut pas bouger. Ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas un film. C'est ce qui est arrivé à Carolyn Mitchell pendant 31 jours. Il portait du noir à son chevet, non pas pour la pleurer, mais pour célébrer. Ils ont mesuré ses bijoux. Ils ont discuté de son assurance vie. Ils ont compté les jours jusqu'à ce qu'il puisse se débrancher. Mais ils ont fait une erreur fatale. Ils ont oublié que certaines femmes ne meurent pas tranquillement. Certaines femmes se relèvent. Certaines femmes reviennent avec du feu dans les yeux et la vengeance dans le cœur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme au foyer impuissante qu'ils moquaient était en fait une milliardaire. Elle possédait l'entreprise où son mari travaillait. Elle possédait tout et elle a entendu chaque mot. C'est l'histoire d'une femme qui a été enterrée vivante par les gens qu'elle aimait et comment elle a retrouvé son chemin depuis la tombe pour les détruire tous. Restez jusqu'à la fin car le rebondissement final vous laissera sans voix. Cette histoire vous enseignera une vérité brutale. Les gens révèlent qui ils sont vraiment. Quand ils croient que vous ne pouvez pas vous défendre, et le moment où ils célèbrent votre faiblesse est le moment où ils construisent la scène de leur propre destruction. Déclaration de valeur. Cette histoire vous rappellera que votre moment le plus sombre n'est pas votre fin, c'est votre début. Parfois, vous devez tout perdre pour découvrir à quel point vous êtes vraiment puissant. Signification de l'histoire. La leçon est simple, mais qui change la vie. Les gens révèlent leur vraie nature quand ils croient que vous êtes impuissant. Et quand ils célèbrent votre chute, ils construisent des scènes de leur propre destruction. Ne sous-estimez jamais une femme qui n'a plus rien à perdre. Elle n'est pas brisée. Elle devient incassable. Le jour où je suis morte fut le jour le plus heureux de la vie de mon mari. Je sais que cela semble dramatique. Je sais que cela ressemble à quelque chose d'un film. Le genre de phrase d'accroche conçue pour vous accrocher et vous faire continuer à écouter. Mais je vous promets que chaque mot de ce que je vais vous dire est absolument vrai. Je l'ai vécu. Je l'ai survécu. Et maintenant, je vais partager mon histoire avec vous car quelque part, quelqu'un vit exactement ce que j'ai vécu. Quelqu'un reste éveillé la nuit en se demandant s'il est fou. Quelqu'un remet en question sa propre réalité parce que la personne qui est censée l'aimer ne cesse de lui dire qu'il est le problème. Quelqu'un a besoin d'entendre cette histoire et de savoir qu'il n'est pas seul. Mon nom est Carolyn Mitchell. Mes amis m'appelaient un curry quand j'avais encore des amis. Avant que mon mari ne les coupe lentement, soigneusement, délibérément, un par un de ma vie comme un chirurgien retirant des tissus sains. J'avais 38 ans quand mon corps a finalement lâché. 38 ans, marié depuis 10 ans, et j'avais fonctionné à vide pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'être pleine. J'avais oublié ce que c'était que de dormir toute la nuit. J'avais oublié ce que c'était que de manger un repas sans que quelqu'un ne critique chaque bouchée. J'avais oublié ce que c'était que de me regarder dans le miroir et de voir autre chose que de l'épuisement me fixer. Ce matin-là a commencé comme tous les autres matins de la dernière décennie. Mon réveil a sonné à 4h45 du matin. Pas 5h, pas 5h30, 4h45 parce que Derek avait besoin de son petit déjeuner sur la table à 6h15 et Dieu nous en garde si j'avais même 5 minutes de retard. La maison était très silencieuse quand je me suis glissé hors du lit. Derek dormait encore paisiblement à côté de moi, sa respiration profonde et régulière, complètement inconscient que je me déplaçais déjà dans l'obscurité comme un fantôme dans ma propre maison. Je n'ai pas allumé les lumières. J'avais appris à naviguer dans notre maison de 5000 pieds carrés dans l'obscurité totale parce que Derek avait le sommeil léger. Et si je le réveillais avant que son réveil ne sonne, il y aurait des conséquences. Pas des conséquences physiques,
Derek ne m'a jamais frappé. Il était trop intelligent pour ça. Mais le silence qui s'ensuivrait, la froideur qui pourrait durer des jours, tandis que les petites remarques sur mon manque de considération, sur le fait que je ne pensais jamais qu'à moi-même. Comment peut-être si j'essayais un peu plus, je ne serais pas une telle déception? Ses conséquences étaient pires que n'importe quelle contusion. J'ai descendu les escaliers, comptant chaque pas dans ma tête. 14 marches de notre chambre au palier, 8 marches du palier au foyer, 2 marches du foyer à la cuisine. Je les avais comptées tant de fois que je pouvais faire le chemin les yeux fermés. Et certains matins, quand l'épuisement était si lourd que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, c'est exactement ce que je faisais. La cuisine était mon domaine. C'était aussi ma prison. J'ai passé plus d'heures dans cette cuisine que partout ailleurs dans la maison, cuisinant des repas qui n'étaient jamais tout à fait assez bons, nettoyant des surfaces qui n'étaient jamais tout à fait assez propres, préparant des collations, des déjeuners et des dîners que Derek grignoterait et critiquerait avant de repousser. Mais je continuais d'essayer. Je continuais de croire que si je travaillais un peu plus, essayais un peu plus, il verrait enfin à quel point je l'aimais. Il apprécierait enfin tout ce que je faisais. Ce matin-là, je préparais son petit déjeuner préféré. Flocons d'avoine coupés en acier avec des baies fraîches, 2 œufs sur le plat avec les jaunes encore coulants, mais pas trop coulants. Pain de blé entier avec exactement une cuillère à soupe de beurre et du jus d'orange fraîchement pressé. J'avais fait ce même petit déjeuner des centaines de fois. Je pouvais le faire dans mon sommeil. Et honnêtement, certains matins, je pense que c'est le cas. J'étais devant la cuisinière, remuant les flocons d'avoine d'une main et vérifiant mon téléphone de l'autre quand la pièce a commencé à tourner. Au début, j'ai pensé que j'étais juste étourdi de m'être levé trop vite. J'avais des vertiges depuis des mois, de petits moments où le monde basculait sur le côté et je devais m'accrocher à quelque chose pour ne pas tomber. Le docteur Chen m'avait dit que c'était probablement une tension artérielle basse, que je devais manger plus et me reposer plus et mieux prendre soin de moi. Mais comment étais-je censé me reposer quand il y avait toujours quelque chose à faire? Comment étais-je censé manger quand le bruit de ma propre mastication irritait Derek? Les vertiges ont empiré. Ma vision a commencé à devenir blanche sur les bords comme si quelqu'un baissait lentement la luminosité d'un écran de télévision. J'ai essayé de poser la cuillère en bois, mais mes doigts ne voulaient pas coopérer. Elle a cliqueté contre la casserole et est tombée sur le sol. Je me souviens avoir pensé que je devais la ramasser, que Derek serait en colère s'il voyait une cuillère sale sur son propre sol de cuisine propre, que je devais continuer à remuer les flocons d'avoine, ou il brûlerait et il se plaindrait. Et puis mes jambes ont cessé de fonctionner. J'ai frappé le sol de la cuisine si fort que j'ai fissuré 2 des carreaux de marbre italien que Derek avait insisté pour importer de Toscane. Je me souviens d'être allongé là, ma joue pressée contre la pierre froide, fixant le motif de veines grises et blanches parcourant le marbre. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange que j'ai nettoyé ce sol hier, que je pouvais voir une petite tache près de la plinthe, que j'avais manqué que Derek la remarquerait et l'ajouterait à sa liste de mes échecs. J'ai essayé de me lever. J'ai dit à mes bras de pousser, à mes jambes de bouger, à mon corps de m'obéir, mais rien ne s'est passé. J'étais piégé en moi-même, consciente mais complètement paralysée. Ma poitrine était si serrée que je pouvais à peine respirer. Chaque inspiration donnait l'impression d'essayer d'aspirer de l'air à travers un agitateur à café. Mon cœur battait si vite et si fort que je pouvais le sentir tambouriner dans mes tempes, dans ma gorge, au bout de mes doigts. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Des minutes, peut-être. Cela a semblé des heures. Des flocons d'avoine ont brûlé sur la cuisinière. L'odeur d'avoine brûlée a rempli la cuisine, âcre et piquante. Le détecteur de fumée a commencé à biper, ce cri aigu qui mettait toujours Derek en fureur. Et toujours je ne pouvais pas bouger.
Derek m'a trouvé à 6h30 quand il est finalement descendu chercher son café. J'ai entendu ses pas dans les escaliers. Je l'ai entendu s'arrêter dans l'embrasure de la cuisine. Je l'ai entendu soupirer avec le genre d'exaspération qui était devenu la bande-son de ma vie. « Carrie, qu'est-ce qui s'est passé ici? » Sa voix était ennuyée, pas préoccupée. Il regardait les flocons d'avoine brûlés, la cuillère tombée, la fumée qui flottait encore dans l'air. Il lui a fallu plusieurs secondes pour même me remarquer allongé sur le sol. Et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Oh, pour l'amour de Dieu, marmonna-t-il. Pas encore ça. Pas encore ça. » Comme si trouver votre femme inconsciente sur le sol de la cuisine était un inconvénient. Comme si j'avais fait ça exprès juste pour ruiner son matin. Il s'est approché de moi lentement, sans se presser particulièrement. Il s'est agenouillé à côté de moi et a pressé 2 doigts contre mon cou, vérifiant mon pouls. Ses doigts étaient froids. Son toucher était clinique, détaché, comme un médecin examinant un patient dont il ne se souciait pas particulièrement. « Elle est vivante », se dit-il. Puis il a sorti son téléphone. Mais il n'a pas appelé le 911. Pas encore. D'abord, il a fait un autre appel. Je l'ai entendu tapoter l'écran. J'ai entendu le téléphone sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai entendu la voix d'une femme répondre, endormie et confuse. « Vanessa », Derek a dit doucement. « Il s'est passé quelque chose. » Carrie s'est effondrée. « Je vais devoir appeler une ambulance. Ne venez pas à la maison aujourd'hui. Comprenez? Restez loin jusqu'à ce que je vous dise que c'est sûr. » Vanessa. Le nom ne me disait rien à l'époque. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Mais j'allais apprendre à très bien connaître ce nom. J'allais en venir à haïr ce nom de toutes les fibres de mon être. Derek a raccroché. Alors et seulement alors a-t-il composé le 911. « Oui, j'ai besoin d'une ambulance, dit-il. » Et soudain, sa voix était différente. Soudain, il a semblé paniqué, inquiet, comme un mari aimant terrifié pour la vie de sa femme. Ma femme s'est effondrée. Elle est inconsciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il vous plaît, dépêchez-vous. La performance était impeccable. Si je ne l'avais pas entendu appeler Vanessa en premier, si je n'avais pas entendu l'irritation ennuyée dans sa voix quand il m'a trouvé, oui, j'aurais cru qu'il se souciait vraiment. C'est ça, vivre avec un narcissique. Ils deviennent des acteurs si habiles que vous commencez à remettre en question votre propre perception de la réalité. Les ambulanciers sont arrivés en 12 minutes. Je les ai entendus faire éruption par la porte d'entrée, j'ai entendu leurs lourdes bottes sur le marbre du foyer, je les ai entendus poser des questions auxquelles Derek a répondu avec une préoccupation exercée. Ils m'ont soulevé sur une civière et m'ont chargé dans l'ambulance. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre complètement connaissance, c'était le son de la voix de Derek disant aux ambulanciers qu'il les suivrait dans sa voiture, qu'il les retrouverait à l'hôpital, qu'il serait là pour sa femme. Je me suis réveillé 2 semaines plus tard dans un lit d'hôpital sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre-temps. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Je ne me suis pas réveillé. Mon corps ne s'est pas réveillé. Mes yeux ne se sont pas ouverts. Mes doigts n'ont pas bougé. Mais quelque part au plus profond de l'obscurité, mon esprit s'est rallumé. Contrairement à un interrupteur de lumière qui est basculé, et j'ai tout entendu. Il portait du noir à mon chevet, non pour me pleurer, mais pour célébrer. La première chose dont j'ai pris conscience a été le bip, un son rythmique régulier qui semblait pulser à travers tout mon corps. Bip, 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 bip. BF, un moniteur cardiaque. J'ai réalisé finalement que mon cœur battait toujours, luttant toujours même quand le reste de moi avait abandonné. La deuxième chose dont j'ai pris conscience a été le tube respiratoire. Je pouvais le sentir dans ma gorge, un objet étranger que mon corps voulait désespérément rejeter. Mais je ne pouvais pas tousser. Je ne pouvais pas avoir de haut le cœur. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester là et laisser la machine respirer pour moi. La troisième chose dont j'ai pris conscience a été les voix.
Le Dr. Reeves venait de finir d'expliquer mon état à Derek. J'avais manqué la majeure partie, m'évanouissant et revenant à la conscience comme une station de radio avec une mauvaise réception. Mais j'ai saisi la fin. Après 30 jours, disait le Dr. Reeves, sa voix douce mais ferme. S'il n'y a pas d'amélioration significative, la famille devra prendre des décisions difficiles sur la façon de procéder. 30 jours, le nombre a résonné dans mon esprit comme une condamnation à mort. 30 jours avant que mon mari ne puisse décider de mettre fin à ma vie. Je comprends, a répondu Derek. Sa voix était lourde de ce qui ressemblait à de la douleur. C'est juste si difficile, docteur. Carrie et moi sommes mariés depuis 10 ans. Elle est tout mon monde. Le mensonge était si lisse, si convaincant que pendant un instant, même moi, j'y ai presque cru. C'est à quel point il était bon. 10 ans de pratique l'avaient transformé en un maître manipulateur. Le Dr. Reeves a quitté la pièce. J'ai entendu la porte se fermer doucement derrière lui. Et puis j'ai entendu Derek expirer longuement et lentement, comme un homme relâchant un souffle qu'il avait retenu pendant des années. Enfin, murmura-t-il, et le mot était rempli de tant de soulagement, de tant de joie que cela me fit mal au cœur. Enfin, il a sorti son téléphone. Je l'ai entendu composer. J'ai entendu le téléphone sonner. « C'est moi, dit-il. Elle ne va pas s'en sortir. Les médecins viennent de le confirmer. 30 jours maximum et ensuite je peux débrancher. » Une voix de femme à l'autre bout, trop faible pour que je puisse distinguer les mots. « Je sais, » Derek a ri doucement. « Je sais. C'est comme si Noël était arrivé en avance. Écoute, peux-tu venir à l'hôpital? J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de célébrer. Célébrer. Il voulait célébrer ma mort. Alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, incapable de bouger ou de parler, mon mari appelait sa maîtresse pour faire la fête. Je voulais crier. Je voulais me lever et le saisir à la gorge et exiger de savoir comment il pouvait me faire ça. Je lui avais tout donné. J'avais tout sacrifié. Je l'avais aimé de toutes les fibres de mon être. Et c'est ainsi qu'il me remboursait. Mais je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire d'autre que rester là et écouter mon monde s'effondrer. 2 heures plus tard, Vanessa Cole est entrée dans ma chambre d'hôpital pour la première fois. J'ai su le moment où elle est arrivée parce que j'ai senti son parfum avant d'entendre sa voix. C'était quelque chose de chair et de floral, le genre de parfum qui restait dans l'air longtemps après que la personne qui le portait avait quitté la pièce. Je l'ai immédiatement détesté. « Oh, Derek !» Vanessa a respiré. « Regarde-la. Elle a l'air si paisible. » « Elle le fait, n'est-ce pas? » Derek a répondu, presque comme si elle savait que c'était fini. Ils se tenaient maintenant à côté de mon lit. Je pouvais les sentir me regarder, étudier mon visage comme des scientifiques examinant un spécimen. Chaque instinct de mon corps me criait d'ouvrir les yeux, de les confronter, de me battre. Mais mon corps refusait d'obéir. « J'attendais ça depuis 3 ans, » dit Vanessa doucement. 3 ans à nous cacher dans des hôtels, à faire semblant de nous connaître à peine lors des événements de l'entreprise. Et maintenant, enfin, nous pouvons être ensemble. 3 ans. Mon mari me trompait depuis 3 ans. Pendant que je cuisinais ses repas et nettoyais sa maison et me travaillais jusqu'à l'épuisement, essayant d'être la femme parfaite, il passait ses nuits avec une autre femme. Et je n'avais jamais rien soupçonné. Savez-vous ce qui est amusant? Derek a dit qu'il s'est assis dans le fauteuil à côté de mon lit, s'installant confortablement. Elle pensait vraiment que je l'aimais toutes ces années, tous ces efforts, et elle n'a jamais compris que j'attendais juste le bon moment pour me débarrasser d'elle. « Pourquoi l'as-tu épousée en premier lieu? » a demandé Vanessa. « Je pensais qu'elle avait de l'argent, » rit Derek amèrement. Son nom de famille était Hartwell. Les Hartwell sont l'une des familles les plus riches du Texas. J'ai pensé qu'elle devait y être connectée d'une manière ou d'une autre. Il s'est avéré que ce n'était qu'une coïncidence, il surmanus. Sa famille était pauvre comme la terre. Au moment où j'ai réalisé mon erreur, nous étions déjà mariés
et il était trop tard pour faire marche arrière sans avoir l'air d'un chercheur d'or moi-même. Alors, tu es resté. Alors, je suis resté. Derek a soupiré. J'ai pensé que je lui donnerais quelques années, puis je divorcerais et passerais à autre chose. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle avait en fait une police d'assurance vie décente. 300 000 $. Pas une fortune, mais pas de quoi non plus se moquer. Et j'ai pensé, pourquoi se contenter d'un divorce compliqué alors que je pouvais avoir un paiement net à la place? J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. 300 000 $. C'était ce que ma vie valait pour mon mari. C'était le prix de 10 ans de dévouement, 10 ans de sacrifice, 10 ans à m'effacer lentement pour faire de la place à son ego. La porte s'est rouverte. J'ai entendu des pas, plus lents et plus délibérés qu'avant. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a fait geler le sang dans les veines. Alors la petite femme au foyer a finalement craqué. Margaret Mitchell a dit, « Ma belle-mère était arrivée. Il était temps. » « Mère, Derek s'est levé. Merci d'être venue. Comme si j'allais manquer ça, » a répondu Margaret. Elle s'est approchée de mon lit. Je pouvais sentir sa présence froide et désapprobatrice, planant sur moi comme une ombre. Je t'ai prévenu à son sujet dès le début, Derek. Je t'ai dit qu'elle n'était pas assez bonne pour le nom Mitchell. Une femme sans famille, sans relation, sans éducation, mais tu as insisté pour l'épouser quand même. Je sais, mère. J'ai fait une erreur. Oui, tu l'as faite. Margaret a claqué sa langue. Mais au moins maintenant tu peux la réparer. Une fois qu'elle sera partie, tu pourras épouser quelqu'un d'approprié, quelqu'un qui apportera de la valeur à cette famille au lieu de la rabaisser. En fait, Madame Mitchell, Vanessa a pris la parole. Derek et moi nous voyons depuis un certain temps maintenant. Nous espérions qu'une fois que tout serait réglé, nous pourrions officialiser. Il y a eu une pause. J'ai attendu que Margaret objecte, qu'elle exprime son choc, qu'elle défende sa belle-fille, ne serait-ce qu'un peu. Au lieu de cela, elle a ri. « Je sais, ma chère, » dit Margaret chaleureusement. « Pourquoi pensez-vous que je vous l'ai présenté en premier lieu? » Mon cœur s'est arrêté. Pas littéralement, pas encore, mais c'était comme ça. Margaret les avait présentés. Ma propre belle-mère avait délibérément introduit une autre femme dans mon mariage. Elle avait orchestré toute cette affaire. J'ai trouvé Vanessa lors d'un événement caritatif il y a 3 ans, a continué Margaret. Elle m'a parlé de ses relations précédentes, de ses talents uniques pour résoudre des problèmes, et je me suis dit, c'est exactement ce dont Derek a besoin. Une femme qui sait comment faire les choses. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par talents uniques à l'époque. Je le découvrirai assez tôt, et quand je le ferai, cela changerait tout. Pendant l'heure suivante, les 3 d'entre eux se sont assis à côté de mon lit et ont planifié mes funérailles. Ils ont discuté du lieu, des fleurs, de la liste des invités. Ils se sont disputés pour savoir s'il fallait avoir un cercueil ouvert ou fermé. Margaret voulait ouvert pour montrer à tout le monde à quel point j'avais l'air paisible. Derek voulait fermer parce qu'il ne voulait pas dépenser d'argent pour une robe de fantaisie pour une femme morte. Vanessa a suggéré la crémation parce que c'était moins cher et plus rapide et il pourrait disperser mes cendres quelque part d'éloigné et oublier que j'avais jamais existé. Il parlait de moi comme si j'étais déjà parti, comme si j'étais un inconvénient à éliminer, un problème à résoudre. Pas une seule fois, aucun d'eux n'a exprimé de tristesse. Pas une seule fois, aucun d'eux n'a versé une larme. La seule émotion dans cette pièce était le soulagement. Quand les heures de visite se sont terminées et qu'ils sont finalement partis, je suis resté allongé dans l'obscurité et j'ai laissé la vérité m'envahir. Tout ce que j'avais cru sur ma vie était un mensonge. Mon mari ne m'avait jamais aimé. Ma belle-mère m'avait toujours haï. Et la femme qui était sur le point de prendre ma place attendait dans les coulisses depuis 3 ans, patiente comme une araignée, prête à me prendre dans sa toile. J'aurais dû me sentir dévasté. J'aurais dû avoir le cœur brisé. Mais quelque part au plus profond de moi, sous la douleur et la trahison, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de dur et de chaud et de dangereux, la colère.
Pour la première fois en 10 ans, je me suis senti vraiment, purement, magnifiquement en colère. Pas contre moi-même pour être naïve, pas contre la situation pour être injuste. Contre eux, contre Derek et Vanessa et Margaret, et tous ceux qui m'avaient regardé et n'avaient vu qu'une servante à utiliser et à jeter. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils pensaient que j'étais aussi bonne que morte. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils avaient tort. La nuit était la plus cruelle. C'est à ce moment-là qu'ils ont complètement laissé tomber leur masque. Pendant la journée, l'hôpital était plein d'activités. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant mes signes vitaux, ajustant mes médicaments, me parlant d'une voix douce et encourageante. Même si elles ne pensaient pas que je pouvais les entendre, les médecins faisaient leur ronde, discutant de mon cas en termes cliniques qui réduisaient toute mon existence à des chiffres sur un tableau. Et Derek jouait son rôle, le mari inquiet veillant au chevet de sa femme, tenant ma main molle et fixant mon visage avec ce qu'il espérait ressembler à du dévouement. Mais la nuit, quand les couloirs devenaient silencieux et que les visiteurs rentraient chez eux, la vérité éclatait. C'était le 5e jour quand Vanessa est venue me voir seule pour la première fois. J'ai entendu la porte s'ouvrir vers 23 heures, bien après la fin des heures de visite. J'ai entendu ses talons claquer sur le sol en linoléum, ce son distinctif que j'avais appris à redouter. Elle marchait lentement, délibérément, comme si elle avait tout le temps du monde. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai entendu le verrou cliquer, et puis elle a tiré une chaise à côté de mon lit et s'est assise. Juste nous deux. « Carrie », dit-elle doucement. Sa voix était différente quand nous étions seuls. Disparut le ton doux et sympathique qu'elle utilisait devant Derek. À la place, il y avait quelque chose de froid, quelque chose de calculateur, quelque chose qui me donnait la chair de poule. Pas de Derek, pas de Margaret, pas d'infirmière, juste moi et toi. Elle s'est penchée plus près. Je pouvais sentir son souffle sur mon visage, chaud et mentholé. « Je veux te raconter une histoire », a-t-elle continué. Une histoire sur un homme nommé Marcus Webb. Marcus Webb. J'ai rangé le nom dans ma mémoire, bien que je n'en comprenne pas encore la signification. Marcus était un homme gentil, a dit Vanessa. Pas très brillant, mais il avait de l'argent et il était facile à manipuler. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 18 mois. Il était fou de moi. Il n'arrivait pas à croire sa chance qu'une femme comme moi s'intéresse à un homme comme lui. Il aurait fait tout ce que je lui aurais demandé. Elle a fait une pause, laissant les mots suspendus dans l'air. Un jour, Marcus est tombé malade. Rien de grave, juste une intervention mineure à l'hôpital. Routine. Mais pendant qu'il était là, quelque chose a mal tourné. Une erreur de médication, ils ont appelé ça. Quelqu'un lui a donné la mauvaise dose de quelque chose et son cœur s'est juste arrêté. Si tragique, si inattendu. Mon sang s'est glacé. Elle confessait un meurtre ici, maintenant, à une femme qu'elle croyait incapable de l'entendre. Le meilleur, Vanessa a ri doucement. J'étais la bénéficiaire de sa police d'assurance-vie. 200 000 $. Pas une fortune, mais assez pour me tenir à l'aise pendant que je cherchais ma prochaine opportunité. Et puis j'ai trouvé Derek. Elle s'est levée et a fait le tour de mon lit, traînant ses doigts le long de la rampe. Derek était parfait, a-t-elle continué. Riche, ou du moins, je le pensais marié, ce qui signifiait un alibi intégré, et malheureux, ce qui le rendait facile à séduire. Margaret m'a trouvé à un événement caritatif et me l'a pratiquement offert sur un plateau d'argent. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre le bon moment. Elle s'est arrêtée à la tête de mon lit et m'a regardé. Et nous y sommes. Elle a dit le bon moment. Toi allongé ici, impuissante, Derek prêt à signer tous les papiers que je lui mettrai devant. Et dans quelques semaines, tu seras parti et je serai Madame Mitchell, la riche veuve qui a épousé son véritable amour. Elle s'est penchée et a ajusté mon oreiller, mais elle ne l'a pas ajusté correctement. Elle l'a juste légèrement déplacé, juste assez pour exercer une pression sur mes voies respiratoires, pour rendre ma respiration un peu plus difficile.
J'ai senti mon taux d'oxygène baisser. Pas assez pour déclencher les alarmes, juste assez pour me rendre mal à l'aise. J'ai appris de Marcus, a murmuré Vanessa. Aller trop vite, c'est désordonné. Les gens me posent des questions. Mais si vous êtes patient, si vous laissez la nature suivre son cours, si vous créez juste les bonnes conditions, eh bien, les choses arrivent. Les patients s'éteignent. Personne ne pose de questions quand une femme dans le coma s'éteint paisiblement. Elle m'a tapoté la joue doucement. Doux rêves, Carrie. Je te verrai demain. Et le jour d'après. Et tous les jours jusqu'à ce que tu fasses enfin ce que tu aurais dû faire il y a des années et que tu abandonnes. Elle est allée à la porte, l'a déverrouillée et est partie. J'ai entendu ses talons claquer dans le couloir, devenant de plus en plus faibles jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Je suis resté allongé dans l'obscurité, luttant pour chaque respiration, mon esprit s'emballant. Vanessa n'était pas seulement une maîtresse, c'était une tueuse. Elle avait déjà assassiné au moins un homme, peut-être plus. Et maintenant, elle prévoyait de me faire la même chose. J'ai essayé de bouger. J'ai concentré chaque once d'énergie que j'avais pour bouger un seul doigt, juste un tout petit muscle. Si je pouvais bouger, je pourrais montrer aux infirmières que j'étais éveillé. Je pourrais obtenir de l'aide. Je pourrais arrêter ce cauchemar. Rien ne s'est passé. Mon corps est resté immobile, insensible, piégé. Le lendemain matin, une nouvelle infirmière est arrivée de corps. Son nom était Rosa Mendes. Et dès l'instant où elle est entrée dans ma chambre, j'ai su qu'elle était différente des autres. « Bonjour, ma belle », dit Rosa doucement. Sa voix était chaleureuse et musicale avec juste un soupçon d'accent texan. « Je sais que tu ne peux probablement pas m'entendre, mais je vais te parler quand même. Des études montrent que les patients dans le coma réagissent aux voix familières. Et même si tu ne peux pas répondre, peut-être que quelque part au fond de toi, tu sais que tu n'es pas seul. » Elle se déplaçait dans ma chambre avec une efficacité exercée, vérifiant les machines, ajustant les tubes, enregistrant les chiffres. Mais contrairement aux autres infirmières qui s'acquittaient de leurs tâches aussi rapidement que possible, Rosa prenait son temps. Elle me touchait doucement, avec précaution, comme si j'étais une personne réelle au lieu d'un simple corps à entretenir. Puis elle a remarqué l'oreiller. Elle a froncé légèrement les sourcils, étudiant sa position. « C'est étrange », a-t-elle murmuré à elle-même. « J'aurais pu jurer que je l'avais positionné correctement hier. » Elle a ajusté l'oreiller, le remettant comme il était censé être. Immédiatement, ma respiration est devenue plus facile. La tension dans ma poitrine s'est relâchée. Je voulais pleurer de soulagement. « Voilà », dit Rosa. « C'est mieux. C'est un nœud. » Elle a vérifié mon taux d'oxygène et a de nouveau froncé les sourcils. « Tes chiffres étaient meilleurs hier, dit-elle. Laisse-moi vérifier l'équipement, m'assurer que tout fonctionne correctement. » Elle a passé 10 minutes supplémentaires dans ma chambre, effectuant des diagnostics, faisant de petits ajustements. Et pendant qu'elle travaillait, elle continuait de parler. « Je veux te dire quelque chose, ma chérie, » dit Rosa doucement. Quelque chose que je ne dis pas à beaucoup de gens. Ma sœur était dans un mariage violent. Son mari ne l'a jamais frappée, pas une seule fois, mais il contrôlait tout ce qu'elle faisait, ce qu'elle portait, à qui elle parlait, comment elle dépensait son argent. Il lui faisait sentir qu'elle était folle, que tout ce qui n'allait pas dans leur mariage était de sa faute. Elle fit une pause, ses mains toujours sur la machine. « Vous laisse rester 12 ans, » continua Rosa. 12 ans à marcher sur des œufs, à essayer d'être parfaite, à disparaître lentement dans quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Et puis, une nuit, il l'a poussée dans les escaliers. A dit qu'elle avait trébuché. Peut-être que la police l'a cru. Mais je savais. Je savais parce que j'avais vu les ecchymoses qu'elle essayait toujours de cacher. Je savais parce que j'avais entendu la façon dont il lui parlait comme si elle n'était rien. Je savais parce que j'avais vu ma belle et vibrante sœur devenir le fantôme d'elle-même. Sa voix se brisa légèrement. « Je l'ai perdue, » dit Rosa. « Elle est morte au bas de ces escaliers, seule et effrayée. Et il s'en est allé libre.
Il a récupéré l'argent de son assurance vie et a déménagé en Floride avec sa nouvelle petite amie. Et il n'y avait rien que je puisse te faire. Rien. Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. Je vois des choses, ma chérie, a-t-elle poursuivi. Je vois des choses que d'autres personnes ne voient pas. Et je vois la façon dont ton mari te regarde. Il vient ici jouer le rôle du conjoint inquiet, tenant ta main pour les infirmières, posant des questions préoccupées sur ton pronostic. Mais je fais ce travail depuis 22 ans. Je connais la différence entre un homme qui a peur de perdre sa femme et un homme qui attend qu'elle meure, a-t-elle dit en se penchant. Ton mari attend, dit-elle doucement. Et cette femme qui te rend visite la nuit quand elle pense que personne ne regarde aussi. Je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais je sais que ce n'est rien de bon. Alors, je vais te surveiller, ma chérie. Je vais m'assurer que rien ne t'arrive sous ma garde. Elle m'a serré la main doucement. Si tu peux m'entendre, dit Rosa, bats-toi. Quoi qu'il en coûte, aussi difficile que cela puisse être, tu te battes. Tu ne les laisses pas gagner. Tu ne les laisses pas écrire ta fin. Je voulais lui serrer la main en retour. Je voulais lui dire que je pouvais entendre chaque mot, qu'elle avait raison surtout, que j'avais besoin de son aide plus que je n'avais jamais eu besoin de quoi que ce soit dans ma vie. Mais mon corps est resté immobile, silencieux, insensible. Cette nuit-là, après le départ de Rosa, je me suis fait une promesse. Si je survivais à cela, Rosa serait la première personne que je remercierais. Et Derek serait la première personne que je détruirais. Le 14e jour, j'ai ouvert les yeux et j'ai choisi de les garder fermés. Cela s'est produit au milieu de la nuit pendant l'un des quarts de Rosa. Elle vérifiait mes signes vitaux, fredonnant doucement pour elle-même quand soudain, comme un interrupteur qui bascule, mon corps a commencé à répondre à mes commandes. Mes paupières ont tremblé. Mes doigts ont tressailli. Mes poumons se sont dilatés d'eux-mêmes, aspirant l'air sans l'aide du ventilateur. C'était comme se réveiller du sommeil le plus profond de ma vie, désorientant et accablant et absolument terrifiant. Rosa a haleté. Oh mon Dieu, elle se réveille. Elle s'est penchée sur moi, son visage remplissant mon champ de vision. Les lumières fluorescentes derrière elle étaient aveuglantes après 2 semaines d'obscurité. Tout était flou, les couleurs se mélangeant les unes aux autres, comme une peinture à l'aquarelle, laissée sous la pluie. Mais je pouvais voir son visage rond et chaleureux et rempli d'un mélange de choc et de joie. « Madame Mitchell », la voix de Rose tremblait. « Carrie, tu m'entends? » J'ai essayé de parler. Ma gorge brûlait comme si j'avais avalé du verre brisé. Mes lèvres étaient gercées et sèches, mais j'ai forcé les mots à sortir, à peine plus fort qu'un murmure. « S'il vous plaît, ne leur dites pas. » Rosa s'est figée. « Ne dis à qui, ma chérie? »« Mon mari. » J'ai avalé difficilement, goûtant le sang là où mes lèvres s'étaient fendues. Sa mère, la femme, ils veulent ma mort. Je les ai entendus, j'ai tout entendu. Pendant un long moment, Rosa n'a rien dit. Je pouvais l'avoir traitée, peser mes mots contre ce qu'elle avait observé au cours des 2 dernières semaines. Et puis, lentement, elle a hoché la tête. « Je le savais », dit-elle doucement. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que cet homme n'était bon à rien dès la première fois que je l'ai vu. D'accord, ma chérie. D'accord, je ne dirai rien à personne, mais nous devons te renforcer. Peux-tu bouger tes mains? Peux-tu sentir tes jambes? » J'ai essayé. Ma main droite s'est soulevée d'environ 1 pouce du matelas avant de retomber. Mes jambes picotaient comme si elles étaient pleines d'électricité statique, mais je ne pouvais pas les faire bouger. « C'est bien, dit Rosa. C'est un début. Cette nuit, nous nous entraînons. Nous te rendons assez forte pour t'asseoir, marcher, quitter cet hôpital. Par tes propres moyens, et ensuite nous verrons quoi faire avec ce mari à toi. » Pendant les 3 jours suivants, Rosa est devenue ma bouée de sauvetage. Elle venait pendant ses quarts de nuit et m'aidait à exercer mes muscles atrophiés, faisant bouger mes bras et mes jambes dans toute leur amplitude de mouvement, m'apprenant à saisir et à relâcher, à fléchir et à détendre.
Elle m'a fait passer en douce des shakes protéinés pour compléter la nutrition liquide que l'hôpital pompait dans mes veines. Elle m'a apporté un petit miroir pour que je puisse me voir pour la première fois depuis mon effondrement. Je reconnaissais à peine la femme qui me fixait. Mon visage était émacié, mes pommettes saillantes. Ma peau pâle et parcheminée. Mes cheveux étaient mous et gras, emmêlés contre mon crâne. Mes yeux, autrefois brillants et pleins d'espoir, étaient ternes et creux. J'avais l'air d'un cadavre. J'avais l'air de la mort réchauffée. Mais j'étais vivante. Contre toute attente, contre toutes les attentes, j'étais vivante et c'était tout ce qui comptait. Le 17e jour, j'étais assez forte pour m'asseoir seule. Rosa m'a aidé à me mettre dans une position semi-verticale et a calé des oreillers derrière mon dos. Pour la première fois depuis plus de 2 semaines, j'ai vu ma chambre d'hôpital sous un angle différent. Les machines qui m'entouraient, les tubes connectés à mon corps, la fenêtre donnant sur le parking. Rosa a passé en douce un téléphone. Cette nuit-là, l'un de ces appareils prépayés qui ne pouvaient pas être tracés, et j'ai passé un appel qui a tout changé. Elliot Crane était l'avocat de mon père depuis plus de 30 ans. Il s'était occupé de la succession de mon père lorsque papa est décédé il y a 5 ans. Il était l'une des 2 seules personnes sur Terre à connaître mon secret. Le secret que j'avais gardé de Derek, de Margaret, de tous ceux qui pensaient me connaître. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. « Allô? » La voix d'Elliot était rauque de sommeil. Il était après minuit. « Qui est-ce, Elliot? » Ma voix était encore rauque, encore faible, mais plus forte qu'elle ne l'avait été. « C'est Caroline Mitchell, Caroline Hartwell Mitchell. J'ai besoin de votre aide. » Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Quand Elliot a reparlé, sa voix était nette d'incrédulité. « Caroline, mon Dieu, ils m'ont dit que vous étiez... Derek est venu à mon bureau la semaine dernière. Il a dit que vous étiez dans le coma. On a dit que vous n'étiez pas censé survivre. Il posait des questions sur votre succession, sur la fiducie, sur ce qui arriverait à vos actifs si vous mouriez. Je sais ce qu'il vous a dit, j'ai répondu. Je sais ce qu'il a dit à tout le monde, mais je suis éveillé. Elliot, je suis éveillé depuis 3 jours et j'ai besoin d'accéder à tout. La fiducie, les comptes, les propriétés, tout. Une autre pause. J'entendais l'esprit d'Elliot travailler, traitant cette nouvelle information. « C'est salaud », dit-il finalement. Je savais que quelque chose n'allait pas. Derek était trop pressé, trop insistant. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur la structure de la fiducie, sur qui étaient les bénéficiaires, sur la façon d'accéder au fonds. Je lui ai dit que tout était bloqué, qu'il n'avait aucune autorité, mais il ne voulait pas lâcher. Il ne sait pas, ai-je dit. Il n'a jamais su. Il m'a épousé en pensant que j'étais pauvre. Et maintenant il essaye de vous tuer pour votre assurance vie, a terminé Elliot. Alors qu'en réalité, vous valez plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. C'était mon secret. Le secret que j'avais gardé pendant 10 ans. Le secret qui allait devenir mon arme. Mon père, Thomas Hartwell, avait été le fondateur de Hartwell Industries, l'une des plus grandes entreprises de fabrication au Texas. Nous fabriquions de tout, de l'équipement médical aux composants aérospatiaux, employant plus de 12 000 personnes dans 15 usines. Quand mon père est mort, il m'a tout laissé à moi, son unique enfant. L'entreprise, l'immobilier, les investissements, les propriétés, tout cela enfermé dans une fiducie qui gardait mon nom hors des registres publics. Je valais environ 800 millions de dollars et mon mari n'en avait aucune idée. J'avais caché ma richesse parce que j'étais fatigué d'être vu comme un signe de l'or. Avant Derek, j'avais fréquenté des hommes qui ne voulaient de moi que pour mon argent. Des hommes qui ne se souciaient pas de mes pensées, de mes sentiments, de mes rêves. Des hommes qui me voyaient comme un distributeur automatique avec des jambes. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Alors quand j'ai rencontré Derek, j'ai fait semblant d'être ordinaire. Je lui ai dit que je travaillais comme comptable indépendante. Je l'ai laissé croire que ma famille était de classe moyenne. Et il m'avait cru. Il m'avait cru parce qu'il le voulait,
parce que la vérité ne lui avait jamais traversé l'esprit, parce que l'idée que sa petite femme au foyer effacé puisse être une milliardaire était tout simplement trop absurde pour être envisagée. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Il ne m'avait jamais aimé. Il m'avait épousé en espérant que j'étais riche, était resté avec moi parce que divorcer de moi le ferait mal paraître, et prévoyait maintenant de me tuer pour une police d'assurance de 300 000 dollars. Tout cela sans savoir qu'il avait dormi à côté de l'une des femmes les plus riches du Texas pendant la dernière décennie. L'ironie était presque amusante. Presque. Elliot, ai-je dit, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé et ensuite nous allons élaborer un plan. Un plan qui détruira Derek, Vanessa et Margaret. Un plan qui leur fera regretter de m'avoir sous-estimé. J'écoute, a répondu Elliot. Dites-moi tout, et je l'ai fait. Je lui ai parlé de mon réveil dans le coma, d'entendre leur célébration, de la confession de Vanessa. Je lui ai parlé de l'oreiller ajusté, de la réduction d'oxygène, du délai de 30 jours. Je lui ai tout raconté. Et quand j'ai eu fini, la ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Puis Elliot a parlé, et sa voix était dure comme de l'acier. Ils vont brûler, dit-il, chacun d'eux. Je vais m'en assurer. J'avais 12 jours pour planifier ma résurrection et leur destruction. Rosa a continué à m'aider à retrouver mes forces pendant qu'Elliot travaillait en coulisses pour préparer ma contre-attaque juridique. Nous communiquions par téléphone prépayé, gardant nos conversations brèves et codées au cas où quelqu'un écouterait. Chaque nuit, Rosa m'aidait à faire de l'exercice, et chaque nuit, je devenais un peu plus forte. Pendant la journée, je faisais semblant d'être comateuse. C'était plus difficile que je ne l'avais prévu, de rester parfaitement immobile pendant que Derek s'asseyait à côté de mon lit et se plaignait de l'inconvénience de ma maladie. Ne pas réagir quand Vanessa se penchait et me murmurait des menaces à l'oreille, gardant ma respiration lente et régulière quand Margaret inspectait mes bijoux et les déclarait des déchets sans valeur. Mais je l'ai fait. J'étais allongé là comme un cadavre pendant qu'ils faisaient leur plan et j'écoutais tout. Le 20e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai entendu la porte s'ouvrir et des pas inconnus entrer dans ma chambre. Pas la démarche confiante de Derek, pas les talons claquants de Vanessa, pas le pas traînant et délibéré de Margaret. Quelqu'un savait. « Madame Mitchell, dit une voix de femme, je ne suppose pas que vous puissiez me dire ce qui est vraiment arrivé à Marcus Webb. Mon cœur s'est presque arrêté. J'avais déjà entendu ce nom. Vanessa l'avait mentionné lors de sa confession tardive. Marcus Webb, sa victime précédente, et maintenant quelqu'un enquêtait sur sa mort. La femme s'est approchée de mon lit. J'ai gardé les yeux fermés, ma respiration stable, mais j'ai écouté de toutes les fibres de mon être. Mon nom est Amanda Price, a poursuivi la femme. Je suis détective au département de police de Houston. Il y a 2 ans, un homme nommé Marcus Webb est mort dans cet hôpital même de ce qui a été jugé une erreur de médication. Sa petite amie de l'époque était une femme nommée Vanessa Cole. La même Vanessa Cole qui sort maintenant avec votre mari et vous rend visite tous les jours. Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. Je suis détective depuis 20 ans, dit Amanda doucement. J'ai vu beaucoup de cas, clos beaucoup de cas, passer à autre chose après beaucoup de cas, mais Marcus Webb est resté avec moi. Quelque chose à propos de sa mort n'a jamais semblé juste. Le timing était trop commode. La petite amie était trop calme et il y avait des choses dans son dossier médical qui ne correspondaient pas. Elle a fait une pause. Je n'ai jamais pu rien prouver, a-t-elle poursuivi. Vanessa Cole était prudente, intelligente. Elle savait exactement comment jouer la petite amie en deuil. Elle pleurait au bon moment, disait les bonnes choses. Et au moment où j'ai commencé à poser des questions difficiles, elle avait déjà récupéré l'argent de son assurance et avait disparu. Je l'ai entendu bouger sur sa chaise. Quand j'ai appris qu'elle avait refait surface ici, dans cet hôpital, rendant visite à une autre femme dans le coma, j'ai su que je devais venir voir par moi-même. Et ce que j'ai trouvé? Eh bien, disons simplement que mes instincts hurlent. Elle s'est penchée plus près.
Je ne sais pas si vous m'entendez, Madame Mitchell, mais si vous le pouvez, je veux que vous sachiez que je surveille. Je surveille le Vanessa Cole et je surveille votre mari et je surveille tous ceux qui entrent et sortent de cette pièce parce que quelque chose ne va pas ici et je vais découvrir quoi. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Mais avant de partir, elle a posé quelque chose sur ma table de chevet. Ma carte, dit-elle, juste au cas où quelqu'un la trouverait, juste au cas où quelqu'un pourrait me joindre. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté allongé dans l'obscurité, mon esprit s'emballant. La détective Amanda Price enquêtait sur Vanessa. Elle suspectait ce qui se passait. Si je pouvais trouver un moyen de la joindre pour lui donner les preuves dont elle avait besoin, je pourrais faire tomber Vanessa pour meurtre. Mais je devais être prudente. Si Derek ou Vanessa découvraient que la police fouinait, ils pourraient accélérer leur plan. Ils pourraient décider de m'achever avant que je puisse parler. Cette nuit-là, j'ai raconté à Rosa la visite de la détective. Elle a laissé sa carte, j'ai murmuré, sur la table de chevet, mais Vanessa est venue plus tôt. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Rosa a fouillé la pièce attentivement, vérifiant les tiroirs, regardant sous les meubles. Mais la carte avait disparu. Vanessa devait l'avoir prise. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit. Nous connaissons le nom de la détective maintenant. Amanda Price. Elliot peut la trouver. Nous pouvons la contacter par son intermédiaire. Rosa a hoché la tête. Nous nous approchons, ma chérie. Juste quelques jours de plus. Quelques jours de plus et tu seras assez forte pour sortir d'ici sur tes deux pieds. J'ai souri, ou j'ai essayé. Mes muscles faciaux étaient encore faibles, encore en train d'apprendre à fonctionner à nouveau. Mais l'émotion derrière le sourire était réelle. Pour la première fois depuis mon réveil dans ce cauchemar, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Mais l'espoir, j'allais l'apprendre, était une chose dangereuse. Parce que juste au moment où je pensais que j'allais enfin de l'avant, tout s'est effondré. Le 24e jour, Derek est venu me rendre visite au milieu de la nuit. Sans prévenir, inattendu et seul, j'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai immédiatement fermé les yeux, laissant mon corps se relâcher. J'étais devenu doué pour simuler l'inconscience. Je savais exactement comment positionner mes membres, comment réguler ma respiration, comment garder mon visage détendu et inexpressif. Derek a marché lentement dans ma chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer. Je l'ai entendu bouger des choses, cherchant quelque chose. Mon cœur battait dans ma poitrine, mais je me suis forcé à rester immobile. Puis je l'ai entendu trouver le téléphone. Eh bien, dit Derek doucement. Quelqu'un a été occupé? Je l'ai entendu déverrouiller l'écran. Je l'ai entendu faire défiler, lire, et puis je l'ai entendu rire, froidement et sans humour. Elliot Crane a-t-il lu à voix haute? L'avocat de votre père, intéressant, très intéressant. Il a continué à faire défiler. Documents de fiducie, numéro de compte. Et qu'est-ce que c'est? Il a fait une pause. Vous possédez Hartwell Industries. Vous plaisantez. Vous possédez toute l'entreprise. 800 millions de dollars et vous ne me l'avez jamais dit. Il s'est approché de mon lit et s'est tenu là, me regardant. Je pouvais sentir son regard sur mon visage, brûlant d'un mélange de rage et d'incrédulité. « Salope menteuse », a-t-il murmuré. « Tu m'as laissé penser que tu étais pauvre. Tu m'as laissé travailler jusqu'à l'os dans cette entreprise, prenant des ordres de gens qui étaient inférieurs à moi alors que tu possédais toute cette putain de choses. Tu aurais pu faire de moi le PDG. Tu aurais pu tout me donner et à la place tu as joué à la femme au foyer et m'as regardé lutter. » Il s'est penché plus près. « Je t'ai entendu. Tu sais, a-t-il continué, Vanessa m'a dit que tu n'étais qu'un légume. Mais j'ai surveillé les moniteurs. Ton activité cérébrale augmente parfois. Quand nous parlons, quand Vanessa parle, tu es là-dedans. N'est-ce que pas, Carrie? Tu écoutes tout. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je suis resté là comme une pierre, priant qu'il croie à mon numéro.
Ça n'a pas d'importance, dit Derek finalement. Maintenant, je connais la vérité et je vais m'assurer que quand tu mourras, tout ce que tu possèdes devienne mien. Il a pris le téléphone et est parti. Tous mes enregistrements, toutes mes preuves, tous mes plans soigneusement élaborés, partis en un instant. J'étais allongé dans l'obscurité, luttant contre les larmes. J'avais été si proche de m'échapper, de les démasquer, de gagner. Et maintenant, j'étais de retour à mon point de départ, pire que mon point de départ, parce que maintenant Derek connaissait l'argent et cela le rendait plus dangereux que jamais. Ils disent que Dieu rit des plans. Ce jour-là, le diable a ri aussi. Le lendemain matin, tout a changé. Derek est arrivé tôt à l'hôpital, vêtu de son meilleur costume, ayant l'air en tout point du mari inquiet. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant, un éclat dans ses yeux, un air suffisant dans son sourire. Il savait quelque chose que je ne voulais pas qu'il sache, et il allait l'utiliser contre moi. Il n'était pas seul. Margaret était avec lui, vêtue de noir comme toujours, son visage figé dans une expression de détermination sinistre. Et Vanessa était là aussi, un peu en retrait, jouant le rôle de l'amie compréhensive. Dr. Reeves, dit Derek d'une voix suave, nous devons parler des soins de ma femme. Le Dr. Reeves a levé les yeux de mon dossier, son expression neutre. Bien sûr, Monsieur Mitchell. En quoi puis-je vous aider? Elle semble agitée dernièrement. Derek a répondu, agitée. Je crains qu'elle n'ait mal. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour la rendre plus confortable? Le Dr. Reeves a froncé les sourcils. En fait, ses signes vitaux s'améliorent. Son activité cérébrale a augmenté de manière significative au cours de la dernière semaine. J'allais recommander de réduire sa sédation pour voir si nous pouvions encourager des réponses plus conscientes. Derek secoua la tête. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, ce n'est pas ce que sa famille veut. Nous voulons qu'elle soit paisible, confortable et non qu'elle lutte contre les machines. Il y eut un long silence. Je pouvais sentir la tension dans la pièce, la bataille tacite des volontés entre Derek et le Dr. Reeves. Monsieur Mitchell, dit le Dr. Reeves avec précaution, je comprends votre préoccupation, mais en tant que son médecin, mon travail est de lui donner la meilleure chance de rétablissement possible. Augmenter la sédation à ce stade serait contre-productif. Le sourire de Derek ne faiblit pas. J'apprécie votre opinion médicale, docteur, mais en tant que son mari et plus proche parent légal, j'ai l'autorité de prendre des décisions concernant ses soins, et je vous dis que je veux qu'elle soit fortement sédatée. Le Dr. Reeves ouvrit la bouche pour argumenter, mais Margaret le coupa. Mon fils a eu une procuration, dit-elle froidement. Nous avons été en contact avec nos avocats. Si vous refusez de vous conformer aux souhaits de la famille, nous vous ferons retirer de ce dossier et remplacer par quelqu'un de plus coopératif. Le Dr. Reeves les regarda longuement. Puis il me regarda, allongé impuissante dans mon lit, et je vis quelque chose scintiller dans ses yeux. Suspicion, inquiétude, peut-être même de la peur. Je devrais consulter l'administration de l'hôpital, dit-il finalement. C'est un changement significatif dans le plan de traitement. Faites ce que vous avez à faire, a répondu Derek. Mais j'attends des résultats d'ici cet après-midi. Ils sont partis. Le Dr. Reeves est resté à côté de mon lit pendant un long moment, regardant mon visage. Quelque chose ne va pas ici, murmura-t-il à lui-même. Quelque chose ne va pas du tout. Mais il n'en connaissait pas la moitié. Et au moment où il le découvrirait, il serait presque trop tard. Cet après-midi-là, une infirmière est arrivée avec un nouveau sac intraveineux. J'ai reconnu le médicament d'après l'étiquette. Des sédatifs puissants, le genre qui me pousserait de nouveau dans l'obscurité, qui ferait taire mon esprit qui s'éveille, qui me rendrait aussi impuissante que Derek voulait que je sois. J'ai essayé de résister. J'ai essayé de bouger, de parler, de signaler que j'étais éveillé. Mais mon corps était trop faible, encore en convalescence après 2 semaines d'atrophie. L'infirmière a attaché l'intraveineuse sans rien remarquer d'inhabituel. En quelques minutes, l'obscurité a commencé à s'installer
épaisse et lourde, comme une couverture que l'on me tirait sur la tête. La dernière chose que j'ai entendue avant de m'évanouir a été la voix de Derek dans le couloir. Cela devrait la tenir tranquille, disait-il. Maintenant, nous avons le temps de comprendre comment accéder à cette fiducie. J'ai perdu 4 jours. 4 jours précieux volés par des produits chimiques pompés dans mes veines. Quand j'ai enfin refait surface, groggy et confuse et plus faible que jamais, j'ai découvert que le monde avait basculé sous moi. Rosa était partie, renvoyée pour de fausses accusations de vol de médicaments. Elliot avait été contacté par les avocats de Derek, menaçant de poursuites judiciaires s'il continuait à s'immiscer dans les affaires familiales. Et le délai de 30 jours n'était plus qu'à 2 jours. La détective Amanda Price était venue pendant que j'étais inconsciente, mais elle avait été renvoyée à la porte. Famille seulement, lui ont-ils dit. La patiente ne recevait pas de visiteurs. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais planifié s'était effondré pendant que je dormais. Et maintenant, Derek avait toutes les cartes en main. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Car pendant que j'étais droguée et impuissante, quelqu'un d'autre avait veillé. Quelqu'un d'autre avait recueilli des preuves. Et quelqu'un d'autre était sur le point de changer le cours des choses. Le Dr. Reeves avait remarqué les irrégularités dans mes médicaments. Il avait documenté le comportement suspect de la famille et il avait passé un coup de fil de son propre chef. Je ne le savais pas encore, mais de l'aide était en route. La question était de savoir si elle arriverait à temps. Le 28e jour, ils sont venus à minuit. 3 monstres au visage humain. J'étais éveillé mais à peine fonctionnel. Les sédatifs étaient encore dans mon système, rendant tout lent et irréel. La chambre d'hôpital flottait dans et hors de la mise au point. Des ombres semblaient bouger dans les coins de ma vision. Je ne pouvais pas dire ce qui était réel et ce qui était un rêve. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir. Au début, j'ai pensé que c'était une infirmière, ronde de nuit pour vérifier les signes vitaux. Mais les pas étaient faux. Trop nombreux, trop silencieux, trop délibérés. La station des infirmières est-elle dégagée? La voix de Derek à peine un murmure. Je m'en suis occupé. Margaret. Ah, Margaret. Une petite donation au superviseur de nuit. Elle prendra une très longue pause. Bien. Et c'était Vanessa. Cela doit paraître naturel. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir un peu. La pièce était sobre, éclairée seulement par la lueur des moniteurs à côté de mon lit. Je pouvais voir 3 silhouettes près de la porte. Derek, Margaret, Vanessa, et Vanessa tenait une seringue. Le même médicament que Marcus, dit-elle doucement. Un peu de chlorure de potassium va loin. Arrête le cœur, ressemble à un arrêt cardiaque naturel. Au moment où quelqu'un le découvrira, si jamais ils le font, nous serons loin avec son argent. Mon cœur battait dans ma poitrine. C'était ça. Ils allaient me tuer ici, maintenant, dans ce lit d'hôpital. Es-tu sûr que ça marchera? Derek a demandé. Il avait l'air nerveux. Vanessa a ri doucement. J'ai déjà fait ça, tu te souviens? Fais-moi confiance, je sais exactement combien en utiliser, exactement où l'injecter. Ça aura l'air que son corps a juste lâché. Tragique, mais pas surprenant. Elle a marché vers mon lit. Je pouvais voir la seringue scintiller à la lumière des moniteurs. Mon esprit criait à mon corps de bouger, de se battre, de faire quelque chose, mais les sédatifs me retenaient une prisonnière. « Au revoir, Carrie » murmura Vanessa. « Dis bonjour à Marcus pour moi. » Elle a tendu la main vers ma ligne intraveineuse et puis la porte a éclaté. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Le Dr. Reeves se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage illuminé par la lumière du couloir. Derrière lui, je pouvais voir 2 agents de sécurité. Vanessa s'est figée. Elle a rapidement caché la seringue derrière son dos, mais pas assez vite. Le Dr. Reeves l'avait vu. « Docteur, » dit Derek, sa voix douce comme de la soie. Nous venions juste voir Carrie. Elle semblait agitée. À minuit, le Dr. Reeves est entré dans la pièce avec une seringue. Soins de confort, Vanessa dit rapidement. Médicaments contre la douleur autorisés par la famille. Le Dr. Reeves secoua la tête.
Je n'ai autorisé aucun médicament supplémentaire et je n'ai certainement pas autorisé de visiteur à cette heure. Vous devez partir maintenant. Derek s'avança, sa posture agressive. Écoutez, docteur, j'ai une procuration. J'ai le droit de prendre des décisions concernant les soins de ma femme. Vous avez le droit de consulter sur ses soins, a corrigé le Dr. Reeves. Vous n'avez pas le droit d'injecter des substances inconnues dans son intraveineuse au milieu de la nuit. Sécurité, veuillez escorter ces personnes hors du bâtiment. Les gardes se sont avancés. Pendant un instant, j'ai cru que Derek allait résister. Je pouvais voir la rage monter sur son visage, l'humiliation d'être jeté comme un criminel ordinaire. Puis Margaret lui a touché le bras. « Allons-y, dit-elle doucement. Nous allons régler ça par les voies appropriées. » Derek a hoché la tête avec raideur. « Ce n'est pas fini, dit-il au Dr. Reeves. » Ils sont partis. La porte s'est refermée derrière eux. Le Dr. Reeves est resté là pendant un long moment, puis s'est dirigé vers l'endroit où Vanessa s'était tenue. Il s'est penché et a ramassé quelque chose sur le sol, la seringue. Elle l'avait laissé tomber quand la porte avait éclaté. Le Dr. Reeves a examiné l'étiquette. Son visage est devenu pâle. « Chlorure de potassium », a-t-il murmuré. « Forte concentration. Cela aurait arrêté votre cœur. » Il m'a regardé et j'ai vu l'horreur dans ses yeux. Il a enfin compris ce qui se passait. Il a enfin compris le genre de personne qu'était ma famille. « Madame Mitchell, dit-il doucement, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vais vous protéger. Je vais m'assurer que personne ne vous fasse plus de mal. » Il a pris le téléphone à côté de mon lit et a composé. « C'est le Dr. Nathan Reeves du Centre médical Saint-Joseph. » Il a dit « Je dois signaler une tentative d'homicide. Les 48 heures suivantes furent les pires de ma vie, et c'est peu dire étant donné ce que j'avais déjà traversé. Premièrement, l'enquête a stagné. Derek a engagé les meilleurs avocats de Houston, et ils sont immédiatement passés à l'attaque. Ils ont affirmé que le Dr. Reeves était incompétent, qu'il avait mal interprété la situation, que la seringue ne contenait rien de nocif. Sans une analyse formelle du contenu, ce qui prendrait des jours, la police ne pouvait pas prouver le contraire. Deuxièmement, Derek a utilisé ses avocats pour faire retirer le Dr. Reeves de mon dossier. Ils ont affirmé qu'il avait développé un attachement malsain à sa patiente, que son jugement était compromis. L'hôpital, craignant un procès, s'est conformé. Mon protecteur était parti. Troisièmement, et le pire de tout, le délai de 30 jours est arrivé. Derek est entré dans ma chambre d'hôpital le 30e jour avec une équipe d'avocats et une pile de papier. Il souriait, ce sourire froid et satisfait que j'avais appris à haïr. J'ai consulté la famille, a-t-il annoncé au nouveau médecin qui avait repris mon dossier. Et nous avons décidé d'arrêter les soins de maintien en vie. Le nouveau médecin, un jeune homme nerveux nommé Dr. Patterson, a remué les papiers nerveusement. « Monsieur Mitchell, je comprends que c'est une décision difficile, mais je dois mentionner que les signes vitaux de votre femme s'améliorent. Son activité cérébrale est en fait assez forte. Il y a une réelle possibilité qu'elle puisse se réveiller. » Le sourire de Derek ne faiblit pas. « Docteur, ma femme est dans le coma depuis 30 jours. Elle n'a montré aucun signe de réponse consciente. La famille en a discuté longuement et nous pensons qu'il est temps de la laisser partir paisiblement. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'ai hurlé dans ma tête. Ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais vivre. Je voulais me battre. Je voulais arracher le visage de Derek et montrer à tout le monde le monstre qui se cachait derrière ce charmant sourire. Mais mon corps ne coopérait pas. Les sédatifs qu'il m'avait injectés avaient fait des ravages. J'étais plus faible que je ne l'avais été depuis des semaines, à peine capable de bouger mes doigts, encore moins de parler. Le Dr. Patterson a regardé les papiers que Derek lui avait remis. « Ceux-ci semblent en ordre, » dit-il à contre-cœur. « Procuration, consensus familial, instruction de non-réanimation. »« Excellent, » répondit Derek. « Dans combien de temps pouvons-nous procéder? »« Nous devrons suivre le protocole, » dit le docteur.
L'arrêt des soins de maintien en vie nécessite un processus formel. Nous pouvons commencer cet après-midi. Cet après-midi, dans quelques heures, mon mari allait me tuer légalement. Avec la bénédiction de l'hôpital, j'ai concentré chaque once d'énergie que j'avais sur ma main droite. Bouge, ai-je commandé. Bouge, bon sang. Mon doigt a tressailli, c'était à peine perceptible. Un minuscule mouvement qui aurait pu être considéré comme un spasme musculaire. Mais le Dr. Patterson l'a remarqué. Il s'est penché plus près, étudiant ma main. « Vous avez vu ça? » a-t-il demandé. Derek a fait un geste de la main dédaigneux. « Un réflexe, ça ne veut rien dire. » En fait, le Dr. Patterson a dit lentement. « Ça pourrait vouloir dire quelque chose. Madame Mitchell, si vous m'entendez, essayez de bouger votre doigt à nouveau. » Je me suis concentré. J'ai tout versé ce que j'avais dans ce tout petit mouvement. Mon doigt s'est levé, a tremblé et est tombé. Les yeux du Dr. Patterson se sont écarquillés. Ce n'était pas un réflexe. C'était une réponse délibérée. Le visage de Derek s'est assombri. « Docteur, je pense vraiment que vous en lisez trop là-dedans. »« Monsieur Mitchell, » dit le Dr. Patterson fermement, « je ne peux pas arrêter les soins de maintien en vie s'il y a la moindre possibilité que la patiente soit consciente. Je dois faire plus de tests. »« C'est ridicule, » s'écria Derek. « C'est un légume. Elle a été un légume pendant un mois. Un spasme musculaire aléatoire ne change rien à cela. »« Ça pourrait, » a répondu le docteur. « Et tant que je ne sais pas avec certitude, je ne peux pas procéder. » Pendant un instant, j'ai cru que Derek allait exploser. Je pouvais voir la rage monter en lui, la frustration de se voir refuser ce qu'il voulait si désespérément. Mais ensuite, il a pris une profonde inspiration et s'est forcé à se calmer. « Très bien, » dit-il entre ses dents serrées. « Faites vos tests. Mais j'attends que cette affaire soit résolue d'ici demain. » Il est sorti de la pièce en trombe. Le Dr. Patterson l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi. « Madame Mitchell, » dit-il doucement, « je ne sais pas ce qui se passe ici, mais quelque chose me dit que vous essayez très fort de communiquer. Si c'est vrai, clignez des yeux 2 fois. J'ai cligné 1 fois, 2 fois. » Le Dr. Patterson a poussé un long soupir. « D'accord, d'accord. Nous devons vous aider. Une vraie aide. » Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Et en moins d'1 heure, tout a changé. Le 31e jour, je suis ressuscité. Le Dr. Patterson avait appelé un neurologue qui a effectué une série de tests et a confirmé ce que j'essayais de dire à tout le monde depuis des semaines. J'étais conscient, j'étais alerte, j'étais piégé à l'intérieur de mon corps, mais j'étais bien vivante. La nouvelle s'est répandue rapidement. Le Dr. Reeves, qui rôdait aux abords de l'hôpital malgré son retrait de mon cas, s'est précipité vers ma chambre. Rosa, qui séjournait dans un hôtel voisin en attente de nouvelles, est arrivée en courant. Et Elliot Crane, qui travaillait en coulisses pour préparer ce moment, est arrivé avec une équipe d'avocats. Derek n'a pas été aussi rapide à revenir. Quand il est finalement apparu, il était accompagné de ses propres avocats, de sa mère et de Vanessa. Ils sont entrés dans ma chambre s'attendant à trouver un légume. Au lieu de cela, ils m'ont trouvé assise dans mon lit, faible mais alerte, entouré de personnes qui savaient exactement ce qu'ils avaient fait. « Bonjour Marie », ai-je dit. Ma voix était rauque, à peine plus forte qu'un murmure, mais assez forte. M'a-su manqué? Le regard sur le visage de Derek était quelque chose que je chérirais pour le reste de ma vie. Sa mâchoire est tombée. Son visage est devenu pâle. Son masque de préoccupation soigneusement construit s'est effondré, révélant l'animal paniqué en dessous. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Vous étiez dans le coma. Le docteur a dit que vous ne vous réveilleriez jamais. » Les docteurs se sont trompés. J'ai souri, ou j'ai essayé. J'ai tout entendu, Derek. Chaque mot, chaque célébration, chaque plainte, chaque menace. Derek s'est tourné vers ses avocats. Cela ne change rien. Elle est clairement confuse. La médication a affecté son cerveau. Nous devrions procéder avec le plan original. En fait, Elliot Crane s'est avancé. Ça change tout. Votre procuration a été accordée sous de faux prétextes.
Ma cliente n'était pas dans un état végétatif persistant. Elle était délibérément sous sédatif pour l'empêcher de se défendre. J'ai des dossiers médicaux, des témoignages de témoins et un juge très en colère qui a déjà signé une ordonnance d'urgence révoquant votre autorité. L'avocat de Derek lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Derek a secoué la tête avec colère. « C'est absurde, dit-il. Je suis son mari. J'ai des droits. » « Vous avez le droit de garder le silence, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. La détective Amanda Price est entrée dans la pièce, suivie de 2 policiers en uniforme. « Derek Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et fraude. » Tentative de meurtre, Derek a ri, mais c'était un son creux. « Je n'ai jamais essayé de tuer personne. J'aime ma femme. Vraiment? » La détective Price a sorti un sac de preuves en plastique contenant la seringue que Vanessa avait laissée tomber parce que nous avons trouvé du chlorure de potassium dans cette seringue. Le même médicament qui a tué Marcus Webb il y a 2 ans. Le même médicament qui aurait arrêté le cœur de votre femme si le Dr. Reeves n'avait pas interrompu votre petite visite de minuit. Le visage de Derek est devenu gris. Ce n'était pas moi. C'était Vanessa. C'est elle qui... Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il venait de dire. Vanessa, debout derrière lui, est restée très immobile. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement basse. « Je voulais dire Derek, fit marche arrière. Je voulais dire que je ne savais pas ce qu'il y avait dans la seringue. Je pensais que c'était... Vous pensiez que c'était quoi exactement ?» La détective Price a demandé. « Des médicaments contre la douleur, des sédatifs. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensiez que votre maîtresse injectait dans l'intraveineuse de votre femme au milieu de la nuit. » Derek a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de tout notre mariage, Barb, je l'ai vu vraiment sans voix. C'est ce que je pensais. La détective Price a dit « Officier, veuillez emmener M. Mitchell en garde à vue. Madame Cole, vous êtes également en état d'arrestation. Madame Mitchell, Senior, nous avons également des questions pour vous. » Margaret a essayé de protester, a essayé de prétendre qu'elle ne savait rien de tout cela, mais ses objections sont tombées dans l'oreille d'un sourd. En quelques minutes, tous les 3 étaient menottés, sortis de ma chambre d'hôpital comme les criminels qu'ils étaient. Je les ai regardés partir, mon cœur battant dans ma poitrine. C'était fini. Après 31 jours de terreur, c'était enfin fini. Mais il y avait encore une chose que je devais faire. Une autre vérité que je devais révéler. Derek, ai-je appelé. Il s'est arrêté à la porte, se tournant pour me regarder. Son visage était un masque de haine et d'incrédulité. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » ai-je continué. « Quelque chose que j'aurais probablement dû te dire il y a des années. »« Je ne veux rien entendre de ce que tu as à dire, » cracha-t-il. « Dommage. J'ai pris une profonde inspiration. Tu m'as épousé en pensant que j'étais pauvre. Tu es resté avec moi en pensant que je ne valais rien. Tu as essayé de me tuer pour une police d'assurance de 300 000 $. Et alors ceci, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je possède Hartwell Industries. Je vaux environ 800 millions de $. Chaque chèque de paie que tu as touché ces 10 dernières années provenait d'une entreprise que je possède. Le bureau où tu travaillais, le bâtiment où tu as garé ta voiture, la fontaine à eau autour de laquelle tu as bavardé, tout cela m'appartenait. Tu as été mon employé tout ce temps. Le visage de Derek a subi une transformation remarquable. Confusion, incrédulité, horreur et finalement une réalisation naissante à quel point il s'était mal calculé. « Tu mens, » murmura-t-il. « Je ne mens pas. » Et voici le truc, Derek. Même si tu réussis d'une manière ou d'une autre à battre ces accusations, même si tu sors de prison un jour, tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Je m'en assurerai. Chaque porte à laquelle tu frapperas se fermera à ton visage. Chaque opportunité que tu cherches disparaîtra. Tu voulais mon argent si désespérément que tu étais prêt à tuer pour cela.
Maintenant, tu passeras le reste de ta vie à savoir exactement combien tu as perdu. Les officiers l'ont éloigné. Ils criaient encore quand ils l'ont traîné dans l'ascenseur. J'espère que sa voix a lâché avant qu'il n'atteigne le rez-de-chaussée. Ils voulaient la guerre. Je leur ai donné l'annihilation. Les 6 mois suivants furent un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et de rétablissement personnel. Mon histoire a fait les gros titres à travers le pays. Femme se réveille du coma, expose un complot de meurtre. Héritière milliardaire survit à une tentative d'assassinat. Mari et maîtresse arrêtés après une confession au chevet du lit. Les détails qui ont émergé pendant l'enquête étaient encore plus accablants que je ne l'avais imaginé. Vanessa Cole n'était pas seulement une chercheuse d'or qui avait ciblé mon mari. C'était une tueuse en série qui opérait depuis plus d'une décennie. L'équipe de la détective Price a découvert 4 victimes précédentes. Tous des hommes qui étaient morts dans des circonstances suspectes alors qu'ils sortaient avec Vanessa. Thomas Keller, un promoteur immobilier mort d'une chute dans les escaliers. Richard Davis, un banquier à la retraite qui a subi une interaction médicamenteuse fatale. Paul Montgomery, propriétaire d'une entreprise de construction qui s'est noyé dans sa propre piscine. Et Marcus Webb, l'homme dont la mort avait d'abord éveillé les soupçons de la détective Price. Dans chaque cas, Vanessa avait été la seule bénéficiaire de la police d'assurance vie de son petit ami. Dans chaque cas, elle avait encaissé son paiement et était passée à sa victime suivante. Elle faisait cela depuis des années, perfectionnant sa technique, apprenant de ses erreurs, et Margaret Mitchell savait tout cela. L'enquête a révélé que Margaret avait trouvé Vanessa grâce à un détective privé qu'elle avait engagé pour enquêter sur mes antécédents. L'enquêteur était tombé sur Vanessa alors qu'il cherchait autre chose et avait reconnu une opportunité. Margaret essayait de se débarrasser de moi depuis des années. Elle présentait Derek à des remplaçantes potentielles depuis la première année de notre mariage, mais aucune d'entre elles n'avait accroché jusqu'à Vanessa. Margaret avait rencontré Vanessa lors d'un événement caritatif et avait immédiatement reconnu à qui elle avait affaire. Une belle femme intelligente, sans conscience et ayant fait ses preuves pour faire disparaître les problèmes. Elle avait présenté Vanessa à Derek, sachant pertinemment ce qui allait se passer. Elle avait pratiquement emballé sa propre belle-fille pour une tueuse en série. Confrontée aux preuves, Margaret a craqué. Elle a tout avoué, essayant de rejeter autant de blâme que possible sur Vanessa et Derek. Mais c'était trop tard. Le complot était trop clair, les preuves trop accablantes. Les procès furent brefs et dévastateurs. Vanessa Cole a été reconnue coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de tentative de meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La dernière fois que je l'ai vue, elle était menottée et conduite hors de la salle d'audience, son beau visage tordu de rage. Margaret Mitchell a été reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de fraude. Elle a reçu une peine de 25 ans. Elle est décédée en prison 6 mois plus tard, seule dans sa cellule. La cause officielle du décès était une crise cardiaque. Je ne peux pas dire que j'ai été en deuil. Et Derek, mon mari de 10 ans, l'homme que j'avais aimé, fait confiance et crut en lui malgré tout. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre et de détournement de fonds. L'enquête avait révélé des années de crimes financiers, de l'argent qu'il avait volé à Hartwell Industries pour couvrir ses dettes de jeu. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il devait de l'argent à des gens très dangereux. Le genre de gens dont les dettes vous suivent, même derrière les barreaux. Je ne m'attends pas à ce qu'il survive à sa peine. Quant à moi, j'ai reconstruit. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, où le poids de tout semblait trop lourd à porter, mais chaque fois que je chancelais, je me souvenais de ce que j'avais survécu. Je me souvenais d'être allongé dans ce lit d'hôpital, incapable de bouger, écoutant les gens que j'aimais planifier mon meurtre. Et je me souvenais de m'être relevé quand même. 1 an après ma sortie de l'hôpital, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement penthouse,
regardant la silhouette de Houston scintiller dans la nuit. Hartwell Industries était florissante. Les revenus avaient augmenté de 40%. Nous nous étions développés sur 3 nouveaux marchés et avions créé plus de 2000 emplois. J'avais été présenté dans Forbes non pas comme une victime, mais comme une survivante, comme une leader, comme une femme qui s'était relevée des cendres de ses propres funérailles pour devenir quelque chose de plus fort qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Rosa était toujours avec moi. Elle était devenue plus qu'une employée, plus qu'une amie. Elle était de la famille, la sœur que je n'avais jamais eue. La détective Amanda Price avait été promue chef des détectives. Elle et moi nous rencontrions pour un café une fois par mois. 2 femmes qui avaient vu les parties les plus sombres de l'humanité et avaient choisi de se battre au lieu de détourner le regard. Le Dr. Reeves s'était complètement remis des blessures que Derek lui avait infligées cette nuit-là dans ma chambre d'hôpital. J'ai financé une nouvelle aile du Centre médical Saint-Joseph en son honneur, un endroit où les victimes de violences domestiques pouvaient recevoir des soins sans jugement, sans peur, sans être renvoyées parce qu'elles n'avaient pas d'assurance ou que leurs agresseurs les avaient menacées de silence. Et Elliot Crane, le plus vieil ami de mon père, était devenu mon conseiller le plus fiable. Il m'a aidé à restructurer mon entreprise, m'a protégé des retombées juridiques des crimes de mon mari et ne m'a jamais fait sentir faible d'avoir besoin d'aide. Un après-midi, environ 18 mois après que tout soit terminé, j'ai visité la tombe de mon père. C'était un cimetière tranquille à la périphérie de Houston, ombragé par de vieux chênes et bordé par un petit étang où des canards nageaient en cercle paresseux. Je me suis agenouillé à côté de sa pierre tombale et j'ai déposé un bouquet de roses blanches sur l'herbe. « Tu as toujours dit que j'étais plus forte que je ne le savais, papa. » Et je dis doucement. « Tu as toujours dit que je trouverais mon chemin, même quand je ne pouvais pas voir le sentier. Je ne t'ai pas cru quand tu étais vivant. Je pensais que j'étais faible. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter. J'ai tracé mes doigts sur son nom, gravé dans le granit. Mais tu avais raison, et je continuais. J'ai trouvé ma force. Il a juste fallu mourir pour le comprendre. Je suis resté là longtemps à lui parler, à lui raconter tout ce qui s'était passé, la trahison de Derek, la confession de Vanessa, les manigances de Margaret, le fait d'être allongé dans ce lit d'hôpital à les écouter célébrer ma mort, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie, et puis je lui ai parlé de me relever, de refuser d'abandonner, de trouver des alliés dans des endroits inattendus et de me battre quand tout le monde s'attendait à ce que je disparaisse. Ils pensaient qu'ils avaient gagné, et je dis, ils pensaient qu'ils s'étaient enfin débarrassés de moi, et ils m'ont sous-estimé, papa, comme tout le monde le fait toujours. Je me suis levé et j'ai brossé l'herbe de mes genoux. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Une brise fraîche agitait les feuilles et les chênes, portant le parfum de l'automne. Je ne suis plus en colère, et je dis doucement. Je l'ai été longtemps. Je les ai haïs avec tout ce que j'avais. Mais la haine est épuisante. La haine prend de la place dans votre cœur qui pourrait être rempli de meilleures choses. Alors je l'ai lâché. Je les ai laissés partir et j'ai avancé. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la pierre tombale de mon père, puis je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Il y avait quelqu'un qui m'attendait là. Un homme que j'avais rencontré 3 mois plus tôt lors d'un événement caritatif qui ne m'avait pas vu comme une victime, pas comme un milliardaire, pas comme un titre de journal, mais simplement comme une femme qui valait la peine d'être connue. Son nom était James Carter. Il était chirurgien pédiatrique à l'hôpital pour enfants du Texas. Un homme qui passait ses journées à sauver de jeunes vies et ses soirées à s'informer sur la mienne. Il n'avait aucun intérêt pour mon argent. Il l'avait clairement fait savoir dès le début. Il voulait juste me connaître, la vraie moi. Je ne savais pas où notre relation irait. Je ne savais pas si j'étais prête à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau, à m'ouvrir à la possibilité d'être blessé à nouveau. Mais j'étais prête à essayer.
J'étais prête à prendre un risque sur quelque chose qui me faisait peur, parce que c'est ce que font les survivants. Nous continuons. Nous continuons à nous battre. Nous continuons à croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Les gens révèlent leur vraie nature quand ils croient que vous êtes impuissant. Et quand ils célèbrent votre chute, ils préparent le terrain pour leur propre destruction. J'ai été marié à un monstre pendant 10 ans. J'ai passé 31 jours piégé dans mon propre corps, écoutant les gens que j'aimais me souhaiter la mort, et je me suis relevé. Non pas parce que j'étais spécial, non pas parce que j'étais plus forte ou plus intelligente ou plus courageuse que quiconque, mais parce que j'ai refusé de les laisser écrire ma fin. Si vous êtes dans ce lit de l'hôpital en ce moment, métaphoriquement ou littéralement, si quelqu'un se tient au-dessus de vous célébrant votre faiblesse, planifiant votre enterrement, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes plus fort qu'ils ne le comprendront jamais. Vous avez survécu à des choses qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Et quand vous vous relèverez enfin, comme vous quand vous ouvrirez enfin les yeux et reprendrez votre pouvoir, vous leur ferez regretter chaque instant où ils vous ont sous-estimé. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début. Parce que la femme qu'ils ont essayé d'enterrer n'est pas revenue pour se venger. Elle est revenue pour la vérité. Et la vérité est la suivante. Mon nom est Carolyn Mitchell. J'ai survécu et je ne fais que commencer. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui se sent piégé ou invisible ou sous-estimé, veuillez partager cette vidéo avec lui. Votre partage pourrait être le message dont il a besoin pour continuer à se battre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Je lis chaque commentaire et j'adore me connecter avec cette incroyable communauté. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire puissante. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, commençons. Ce contenu a été soigneusement recherché, élaboré et édité manuellement par notre équipe pour vous apporter des leçons significatives et une réelle valeur. Merci de faire partie de ce